Monsieur Hull, proche aidant de sa conjointe Rita, atteinte d'Alzheimer. Merci d'être là. Érable en bref vous est présenté par Meubles MC Design. C'est la destination confort à Plessis-Ville. Plusieurs choix de fauteuils, sofas et sectionnels de qualité à prix abordable. Meubles MC Design, des meubles qui vous ressemblent. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref, votre rendez-vous hebdomadaire. Deux entrevues aujourd'hui. Il sera question de Mères au front, qui est un mouvement à l'étape embryonnaire, mais qui a bien l'intention de prendre de l'ampleur. Fruits d'or, c'est une entreprise toujours en expansion, mais également toujours des projets pour l'avenir, autant pour les canneberges que pour les bleuets. Voici vos nouvelles. Les locations de type Airbnb font l'objet d'une étude à l'Assemblée nationale, même que la FQM a bien l'intention de défendre le pouvoir des municipalités dans ce dossier. En effet, la MRC de l'Érable dénonce l'article 81 du projet de loi 67 et appuie la FQM, donc la Fédération québécoise des municipalités. Le litige vient du fait que l'Assemblée nationale prévoit de retirer aux municipalités le pouvoir d'interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire. Donc, en résumé, les élus envoient le message suivant, que l'article du projet de loi 67 est inacceptable puisque le gouvernement envisage de retirer ce pouvoir de zonage. La MRC donne en exemple, gérer les problèmes de nuisance découle de ce type de location. De plus, le gouvernement retire aussi aux citoyens la possibilité d'émettre des opinions sur la réglementation de leur milieu de vie lorsqu'il y a une modification, par exemple, au zonage dans une municipalité. Donc, Saint-Ferdinand fait partie des municipalités où l'on retrouve ce genre d'hébergement. La MRC de l'Érable donne sa voix à la FQM finalement qui demande au gouvernement de faire marche arrière et qu'on retire l'article 81 du projet de loi 67 pour laisser place finalement à la discussion. Le Cégep offre une nouvelle formation en ligne, avis aux intéressés. C'est en génie industriel découlant d'une attestation d'études collégiales. Productivité en génie industriel. Une formation à distance dispensée à raison d'un soir par semaine et cela pendant 2 ans. Sylvie Norris, qui est la directrice de la formation en continu et du service aux entreprises, parmi les avantages de cette formation, conciliation, travail, famille, études, vu que la clientèle visée provient d'adultes déjà au travail. Pour terminer ce bulletin nouvelle, eh bien, la Chambre de commerce et d'industrie Boisfranc-Érable vient d'engager un homme dans sa garde rapprochée. Stéphane Lambert agira comme agent de développement. Ancien stagiaire du côté de la Chambre de commerce et industrie Boisfranc-Érable, il pilotera le dossier attestation travail-études mécanique auto en collaboration avec le Centre de formation professionnelle Vision 2020. Stéphanie Allard, qui est la directrice générale, a d'ailleurs mentionné que l'ajout de Stéphane, donc l'homme dans l'équipe de la permanence, remonte à une quinzaine d'années avant le retour d'un homme, parce que auparavant, c'était bien sûr des femmes. On sait que les idées des hommes et des femmes sont parfois très différentes, ce qui aura pour résultat d'encourager donc le travail d'équipe. L'équité aussi dans le monde du travail. Le fait que M. Lambert a déjà possédé une entreprise en agriculture apporte également un regard complètement différent et également Stéphanie Allard en a profité pour lui souhaiter un très beau succès dans la permanence de la Chambre de commerce. Et maintenant, je vous avais dit de surveiller ce bulletin de nouvelles. Allons joindre notre reporter Elisabeth Marcoux qui a un sujet à nous proposer aujourd'hui. Bonjour Elisabeth. Bonjour Lydia. Donc, en fait, moi aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des Journées québécoises de solidarité internationale, les JQSI.
C'est du 5 au 14 novembre prochain. Puis qu'est-ce que c'est? En fait, c'est plein d'activités de sensibilisation sur les enjeux de notre planète. Donc, c'est partout au Québec. Le thème de 2020, c'est la justice migratoire. Donc, j'ai demandé à Danielle Leblanc de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs qu'est-ce que c'était ce concept-là. Voici ce qu'elle a répondu. Quand on veut parler d'immigration, il faut aussi parler des relations de cause à effet des mouvements de population à l'échelle mondiale, les relations entre les pays du Nord et du Sud, la mondialisation, les relations de pouvoir, justement. Il y a les zones de conflit qui font en sorte que les gens veulent quitter leur pays, mais ils savent pas où aller nécessairement. Les changements climatiques sont extrêmement importants dans ce besoin que les gens ont et cette obligation qu'ils ont de quitter leur pays. Donc, c'est toutes sortes de choses comme ça dont on va parler quand on parle de justice. Donc voilà, c'est fort bien intéressant. Daniel m'a également informé qu'ils organisaient 2 activités dans la région. Donc la première, c'est le 7 novembre prochain à 10h. Ça s'adresse aux jeunes. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir un quiz sur la solidarité internationale, mais il va avoir également des témoignages en direct de 2 jeunes Libanais. Un premier qui est au Liban, puis le deuxième qui a récemment immigré en France. Donc, ils vont partager sur leur réalité. La deuxième activité, c'est le 10 novembre prochain à 19h. Ça va être Rima El Khoury. C'est une autrice et journaliste à la presse qui est née au Québec, puis elle a une mère syrienne et un père libanais. Donc, elle va nous partager sa réflexion sur les enjeux de migration, mais aussi sur les droits de la personne. Toutes ces 2 activités-là sont en ligne. Donc, tout comme le reste de la programmation des JQSI. Pour connaître plus d'informations sur les activités, je vous invite à visiter la page suivante, jqsi.qc.ca. Alors voilà, Lydia, bonne journée. Merci beaucoup, Elisabeth, en espérant que vous nous ferez d'autres reportages. Alors maintenant, nous poursuivons avec les entrevues de l'émission. Alors, dernièrement, dans le monde de l'actualité, vous avez entendu parler de Mères au front. Alors, pour savoir, est-ce une nouvelle association? Est-ce le titre d'une manifestation? Est-ce des mères qui ont un front? Alors, on va vous expliquer tout cela parce que dernièrement, il y a eu une forme de manifestation. On lançait un message au gouvernement canadien, entre autres. Et puis, pour pouvoir nous en parler, mon premier contact, ce fut Joanne Saucier. Bonjour, Joanne. Oui, bonjour Lydia. Alors, on va saluer également Rose-Marie Gagné, que je pense que tout le monde connaît. Hein? Bonjour, Rose-Marie. Bonjour. Alors là, qui veut m'expliquer un peu Mères au front? Parce qu'il y a eu un article dans les journaux, on en a parlé un peu partout. Ensuite, on a manifesté. Donc, c'est quoi exactement Mères au front? Bon, je vais vous expliquer ça. Alors, Mères au front, c'est un mouvement pan-canadien, donc canadien, qui regroupe des mères, des grands-mères. C'est inclusif. Ça regroupe aussi quiconque finalement est sensible à l'environnement et à l'avenir de nos enfants, aux générations futures. Et notre mission, c'est de protéger la vie sur Terre et puis protéger nos enfants des changements climatiques. L'idée de Mères au front démarre de 2 femmes, Laure Waridel et Anaïs Barbeau-Lavalette. Ces 2 femmes-là se sont retrouvées dans leur salon à un moment donné en train de pleurer et Anaïs disait qu'elle était plus capable de regarder ses enfants dans les yeux en leur disant que le monde était beau, qu'il y avait de l'avenir pour eux et elle avait l'impression de leur mentir. Donc, ces 2 femmes-là qui étaient très touchées par le fait justement que l'avenir de leurs enfants, l'avenir de tous les enfants finalement est un peu sombre quand on regarde ça en fait. Elles se sont dit, on peut pas rester sans rien faire. Il faut faire quelque chose. Et c'est notre amour pour nos enfants qui va nous porter et qui va faire en sorte que, OK, on démarre quelque chose et on peut plus laisser faire les choses, on se met en action. Donc, c'est de là que ça part. Donc, allons-y avec le cri du cœur. Je pense que les gens veulent découvrir encore davantage l'essence aussi de Mères au front. Je vous écoute, Joanne. Oui, merci. Alors, voilà notre cri du cœur qu'on vous partage. Nous sommes mères et grands-mères, par le sang et autrement. Nous nous levons pour protéger nos enfants. Nos enfants qui ne veulent plus faire d'enfants. Nos enfants qui appellent à l'aide. Nos enfants, volcans de promesses,
que nous avons invitées dans cette vie en leur parlant de beauté, de douceur, de vertige, de possible. Nous sommes celles qui mettent au monde, celles qui nourrissent et celles qui soignent. Nous sommes fières et en colère, aimantes et décidées. Nous exigeons des gestes forts et immédiats, de la droiture et du courage politique. Nous sommes de partout. Nous sommes innombrables, d'un océan à l'autre et bien au-delà. Nous sommes mère loup, mère caribou, mère outarde et mère carcajou. Nous sommes la mère beluga qui meurt en mettant bas et la mère kangourou qui fuit le brasier. Nous sommes toutes les mères, nous sommes aussi la vôtre. Nous sommes en colère et vous savez que notre colère est juste. Nous voulons un avenir, nous voulons que la vie gagne. C'est notre devoir de la protéger et aussi le vôtre. Nous allons tout faire pour. Nous bercerons d'un bras et brandirons l'autre. L'amour de nos enfants est notre arme de construction massive pour la suite du monde. Nous sommes mères au front. Alors, c'est un beau message, un beau poème finalement qui va à l'essence même du mouvement. C'est quoi qui nous porte en fait? Ce qui nous porte, c'est l'amour pour nos enfants, c'est l'amour pour la vie sur Terre, et l'inquiétude qu'on a aussi pour les générations futures. Oui, parce que c'est même stressant quand on y pense, hein. Très honnêtement, oui. Oui, hein, c'est ça. Hein. Alors, donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, est-ce que ce cri du cœur des femmes fait que on dit, bon, ben là, on va manifester, parce que c'est très embryonnaire, là, on vient à peine là, de former un groupe de mères, mais c'est pas seulement des mères, là, vous avez des alliés aussi, on va quand même, on en reparlera un petit peu vers la fin. Mais parlez-moi de cette manifestation. À qui s'adressait le message? Je m'adresse je sais pas qui veut répondre, là, mais allez-y. Oui, je peux répondre. Alors, c'était le 21 octobre qui soulignait en fait la réélection de M. Justin Trudeau et de tous les députés aussi en fin de compte, là. Donc, c'était vraiment parce qu'il faut dire que Mères au front, là, c'est régional et même pan-canadien. Donc, on a 23 groupes au Québec de Mères au front. Et puis, le 21 octobre, il y a eu 14 actions dans différentes villes du Québec. Donc, on s'était rassemblés ici dans l'érable devant les bureaux de monsieur le député Alain Reyes et monsieur Luc Berthold. Donc, nous, on a 2 députés conservateurs. Et dans le fond, on voulait, même si on n'avait pas de député libéral ici, on voulait leur dire le message clair de sortir de la partisanerie pour tout le monde aller dans la même direction au niveau des questions environnementales. Donc, en cette journée-là, on leur avait préparé des cartes d'anniversaire pour leur 1 an et on leur disait, dans le fond, là-dedans, on leur souhaitait d'avoir le courage politique de faire des actions dès maintenant. Et puis, on leur avait préparé des petits certificats cadeaux qui sont, dans le fond, des actions concrètes pour faire des changements dès maintenant dans les politiques, comme par exemple une loi climat. On leur demandait surtout de sortir des énergies fossiles. On sait que ça peut paraître aberrant de demander ça, mais ça fait des décennies que les dirigeants, les dirigeantes, nos gouvernements en fait, savent que s'il y a rien qui se fait pour baisser drastiquement là, les émissions de gaz à effet de serre, ben en fait, on s'en va droit sur un mur. On va frapper un mur. On est vraiment à un point de bascule. Bon, est-ce qu'il y avait beaucoup de manifestants pour une première? Parce qu'il faut le mentionner aussi, là. Même, moi, je l'ai appris, Mères au front, que l'article, tu sais, parce que là, j'ai entendu parler de vous lors de la manifestation, là. Autrement, je savais pas du tout où vous trouver, là. En fait, c'est toi, Rosemary, ou je vais prendre la parole? Oui, OK. Ben, en fait, tu vois, à Victoriaville, on était 5 personnes, 5 femmes. Ici, à Plessisville, on était 3 femmes et un homme. Et évidemment, on n'est peut-être pas beaucoup de personnes, mais on se dit que l'important, c'est de porter le message. Et étant donné aussi qu'on est encore, j'ai envie de dire, en organisation, structuration, démarrage, ben, on
est un petit groupe pour commencer. Mais on a quand même, je veux dire, une liste d'amis Mères au front qui est de l'ordre d'environ 40 personnes. Éventuellement, bon, ça va être de voir comment qu'on inclut ces personnes-là, vérifier avec ces personnes-là, c'est comme qu'est-ce qu'elles sont prêtes à faire. On est vraiment en structuration. Alors, moi, je me dis, donnons-nous une chance, on démarre. On va avoir avantage aussi à se greffer peut-être, fort probablement, à d'autres groupes environnementaux dans la région. Dans le fond, c'est l'union qui fait la force aussi. Et c'est à suivre tout ça. C'est à suivre, mais moi, j'ai bon espoir qu'on ait plusieurs gens là qui se greffent à nous. D'ailleurs, notre page Facebook est très vivante aussi. On vous invite vraiment à aller voir notre page Facebook là, pour les gens aussi qui ont le goût de s'informer. Alors, en guise de conclusion, vous allez aller jusqu'où? Vous êtes prête à aller jusqu'où avec Mères au front, le mot de la fin? Alors, on y va avec Rose-Marie? On est vraiment un beau groupe. On est soutenu par le mouvement de Mères au front régional. C'est très, très animé, hein, dans toutes les municipalités, en tout cas dans plusieurs municipalités du Québec. Les maires sont là, les grands-mères, les alliés. Donc, je pense que c'est notre cœur qui va être à l'avant avec nos alliés scientifiques, nos alliés qui connaissent les enjeux, et puis de travailler aussi, je pense, avec nos compétences d'éducateurs et de parents pour avoir des actions au niveau de la sensibilisation, plus de conscience au niveau de tout ça. Donc, on va amener des projets dans ce sens-là, puis parler avec les élus, essayer de travailler de concert. Oui, comme on dit, qu'est-ce qui mène le monde? L'argent mène le monde, mais il va falloir changer nos mentalités en disant les mères mènent le monde. Mais conclusion, Joanne. Mais en fait, c'est que les mères portent la vie, hein. Oui. C'est peut-être ce qui fait que on est si en avant présentement là pour protéger notre planète et nos enfants. Parce que ça vient du fond de ça part du ventre. Ça part du ventre et du cœur. Alors, on invite vraiment les gens qui sont sensibles à se joindre à nous. On a une adresse Mères au front. Alors, de toute façon, je pense que vous allez pouvoir faire paraître ça sur notre écran. Et quand vous aurez d'autres développements, n'hésitez pas à communiquer avec votre TVCE pour l'actualité locale et régionale. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Notre invité pour cette prochaine entrevue, nous allons recevoir une personne que vous connaissez sûrement, qui réussit très bien dans le monde des affaires. Et on est pas mal dans la période des canneberges, alors fort possiblement que vous avez deviné le nom de mon invité. C'est nul autre que Monsieur Martin Lemoine, donc le président de Fruits d'Or. Bonjour. Bonjour, Lydia. J'avais hâte de vous parler un peu parce que on a parlé de 17,5 millions d'investissements, mais avant d'en arriver là, on va parler un peu de vous. On va démêler les choses un peu. Finalement, où est situé Fruits d'Or? On peut pas nommer qu'un seul endroit. Moi, ce que j'avais dans la tête, c'est Villeroy, Notre-Dame-de-Lourdes et Plessisville. Mais là, il y a eu des changements avec les années. Oui, en 2018, on a acquis une participation majoritaire dans des producteurs de bleuets sauvages. On trouvait que c'est un petit fruit qui se mêlait bien avec la canneberge. C'était les mêmes marchés. Fait que depuis 98, on a des usines de production au Lac-Saint-Jean. Et depuis 1 an, on a notre centre d'innovation à Saint-Hyacinthe, près du centre du CRDA, qui est un centre de recherche fédéral qui est à Saint-Hyacinthe. Fait qu'on a des bureaux là où on a une douzaine de personnes travaillent en marketing pour notre marque, puis pour l'innovation. Oui. Mais les bureaux administratifs, là, le siège social, finalement, c'est où? C'est à Villeroy. OK, ça, c'est resté là. Oui. Puis quand on parle de Notre-Dame-de-Lourdes... il y a presque plus d'activité. Les anciens bureaux, lors de l'incendie en 2015, qui n'avaient pas été détruits, aujourd'hui, c'est des logements pour des travailleurs étrangers qui travaillent sur les fermes ou du coin.
Oui, suite à l'incendie, on va mentionner qu'il avait frappé toute la population aussi. C'était quelque chose aussi. Donc, ça m'amène dans ce cas-là à parler de Plessisville, parce que là, est-ce que vous aviez le choix de rebâtir à Notre-Dame ou encore Plessisville? Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'aspect décisionnel a été pris comment? Ben, ça allait très rapidement. Puis les contraintes environnementales surtout faisait que de nous réinstaller en plus grand à Notre-Dame-de-Lourdes, ça aurait été très coûteux à cause du traitement des eaux. Il aurait fallu investir plusieurs millions de dollars. Puis, ces installations-là, avoir les permissions, puis le délai, aurait fait qu'on n'aurait pas pu partir. Parce qu'on a réussi à reconstruire dans un délai de 9 mois. Puis, donc, entre l'incendie, le 21 mars, on est reparti avant les fêtes à Plessisville ici. Puis ici, ben, la ville nous a bien supporté. Il y avait un terrain de près, les égouts étaient là, l'aqueduc pour l'eau potable aussi. Oui, puis je pense qu'à l'époque, c'était comme un nouveau quartier, voyons, commercial, industriel. Oui, il agrandissait le parc industriel. Le parc industriel, je cherchais le mot parc industriel. On aurait dit qu'il y avait un terrain qui était là pour nous autres, qui nous attendait. Oui. OK. Et là, ben, ça n'arrête pas de bien aller, dans le fond, parce que dernièrement, c'était au mois de septembre, vous avez annoncé, bon, on va investir, on va agrandir 17,5 millions de dollars. Alors, c'est magnifique. Est-ce que les travaux sont commencés? Oui, les travaux sont commencés. La structure d'acier, si tu passes dans la rue, là, la structure est élevée, mais ça va se fermer tranquillement pour être fonctionnel dans le courant de l'hiver. Et ce projet-là est arrivé, on n'a pas le choix de toujours être... la canneberge séchée qu'on fait est c'est un produit qui est encore très en demande, mais il y a beaucoup de concurrence. Fait que cette nouvelle usine-là nous amène dans des produits, la canneberge entière, qui est un produit il y a moins de producteurs et c'est très en demande. Puis on a développé un nouveau procédé à notre usine de Québec, une petite usine qui est à Québec et qui nous permet de nous positionner vraiment avec des bons rendements, puis vraiment un beau produit. Puis on peut faire aussi de la canneberge sans sucre et des nouveaux produits qu'on ne pouvait pas faire sur l'autre ligne. Oui, puis le sans sucre va devenir de plus en plus populaire. Oui, c'est un beau marché. Je pensais qu'il était quand même développé. On en fait déjà, mais là, on n'est plus à la même échelle. Non, on parle d'un gros volume. C'est complètement... mais c'est ça, ils nous disent souvent qu'il faut prendre moins de sucre. Hein? C'est l'arthrite, le sucre, à ce qu'on dit. Alors, Martin Lemoine, ça va servir, l'agrandissement, c'est quoi, là? Explique-moi, là. C'est une nouvelle ligne de production. Donc, nous, souvent, les gens ne savent pas, mais à l'usine de Plessisville, on produit des dizaines de citernes de jus par semaine. Donc, on produit beaucoup de jus aussi. On produit des canneberges séchées, mais on produit beaucoup de jus. On presse aussi des fruits, on fait des purées. Mais là, cette nouvelle ligne-là, elle va est dédiée à produire de la canneberge entière, séchée. Okay. Et même la culture ne sera pas pareille. C'est beaucoup de technologie. Oui, c'est différent. C'est ça? Parce que une canneberge entière, si on veut rajouter des ingrédients dedans, avant le séchage, comme elle n'est pas tranchée, c'est plus difficile, c'est des temps plus longs, c'est une façon de travailler différente. Oui, ça veut dire par ordinateur aussi, je pense. Hein? Oui, la ligne est automatisée. La ligne d'emballage va être complètement automatisée. On rajoute 2 trieuses optiques jusqu'au robot palettiseur. Ça va être automatisé pour cette ligne-là aussi. Et on met une nouvelle ligne aussi de tri en continu. Actuellement, le tri de nos canneberges, on le faisait à Villeroy. Puis on amenait les canneberges ici pour les transformer. Là, on va pouvoir les prendre directement du congélateur et les traiter en continu sur la ligne. Donc, les classer, enlever les petites canneberges blanches ou qui sont pourrites ou les corps étrangers avec des trieuses optiques. Fait que c'est ça qui fait que ça monte assez rapidement, cette technologie-là. Et puis on réduit dans le transport aussi, là. Oui. Je peux voir, là. Oui, puis la ligne ne fournissait plus à Villeroy, là, en rajoutant de la capacité. Là. Mais de l'emploi, je pense que... C'est ça, je voulais mentionner que les travaux ont commencé plus tôt, même en temps de COVID. On a retardé le projet un petit peu au début de la COVID parce qu'on ne savait pas comment on serait affecté par ça. Puis on l'a relancé, là, je pense que c'était en juillet qu'on a dit... on y va et on le relance. Et donc, on a retardé comme de 3 mois. Mais la construction, ils ont du temps, les gens avaient du temps, puis peut-être moins dans le résidentiel, mais dans le commercial, là, les gens étaient contents d'avoir des projets. Fait qu'on a décidé de faire ça avant l'hiver. Sans ça, ça nous ramenait au printemps.
Donc, ce sera opérationnel en quoi, février 2021? Oui, c'est ça. Ça sera pas mal réglé. Là. Ouais. C'est ça. Dans votre plan d'affaires, oui, on investit beaucoup au niveau industriel, tout ça. On s'agrandit, 25 emplois. Il y a sûrement des beaux projets d'avenir aussi, mais je sais qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire et on comprend ça, mais allez jusqu'où vous pouvez aller. En gros, on a décidé, nous, il y a quelques années, de se diversifier un peu. On a commencé à faire des produits nutraceutiques. Et à l'usine Plessisville, on a déjà une ligne de séchage, d'extraction pour les extraits de canneberge. Tout fait ce que vous retrouver dans les capsules en pharmacie. Ça prend beaucoup d'ampleur. Et actuellement, on fait une partie de la production aux États-Unis et en Ontario. On voudrait ramener ça chez nous. Fait que ça va probablement être des projets qu'on va faire dans les prochaines années là, pour ramener ça chez nous. Fait qu'on a décidé de développer une nutraceutique, puis aussi l'emballage des produits au détail. Et à Villeroy, on emballe les produits au détail, à Plessisville aussi, dans des petits sacs, la marque Patience. Mais on fait aussi la marque privée, que vous voyez pas notre nom nécessairement dessus, mais on emballe des produits pour des chaînes d'épicerie américaines et autres. Fait que ça, il va falloir on continue à investir là-dedans, dans le marketing, dans la promotion de notre marque, puis dans des équipements d'emballage, puis naturellement toute la division d'ingrédients où on fournit partout dans le monde des canneberges séchées. Puis en même temps, parce que vos clients, là, vous êtes à travers le monde, là, c'est pas mal ça. Oui. Hein? Combien de pays? Plus de 50 pays qu'on vend régulièrement. Puis nous, la moitié de nos ventes, c'est à l'extérieur du continent. C'est plus de la moitié de nos ventes, c'est l'Europe, l'Asie, tous les autres pays. Là. Mais les autres pays, qu'est-ce qu'on aime de la canneberge? C'est pas un fruit qui est cultivé partout, hein? Non, c'est pas cultivé partout, surtout cultivé en Amérique, presque uniquement. On a un petit peu en Europe, un petit peu en Chine maintenant, mais pas beaucoup. La canneberge, des gens l'aiment à cause de la couleur rouge. Oui. En Asie, la couleur rouge, c'est très apprécié. Ensuite, les vertus santé. Les vertus santé de la canneberge qui sont On voit les annonces aussi. Oui. À la TV, évidemment. Ouais. Alors, comme ça, c'est vrai, les vertus. Oui. Ben, surtout pour la santé du microbiote, surtout de cette, on dit ce troisième cerveau qu'on a dans notre système digestif, puis qu'on a besoin de garder en santé avec. Et la canneberge est importante là-dedans. Bon. Alors, dans ce cas-là, en guise de conclusion, comme on dit, les projets, ça va toujours avancer. On s'en va vers la nouvelle technologie, nouvelle transformation. Finalement, c'est plaisant parce que vous avez une entreprise où il n'y a pas de fin non plus. Hein? C'est ça. Hein? Puis en conclusion, j'aimerais parler. La COVID, est-ce que ça vous touche dans votre entreprise? Oh, ça nous a fait vivre toutes sortes d'émotions, surtout au début. Là, maintenant, on s'habitue à vivre avec ça. Je dirais que c'est pas facile pour les gens qui travaillent à distance. On a beaucoup de gens qui travaillent à distance de chez eux. Besoin de se rencontrer, c'est important. Fait que là, on a commencé à revenir au bureau 2 jours semaine pour la plupart des gens, pas tous. Et les usines fonctionnent normalement, mais on a rajouté des cafétérias. Fait que les gens peuvent pas prendre leur pause ensemble, par exemple. Okay. C'est un petit peu plate parce que c'est là qu'il y a du plaisir, sur l'heure du midi, puis des gens, mais sinon, on est chanceux. On n'a pas de cas déclarés dans. Et pour terminer, le temps de la canneberge, c'est de quelle date à quelle date? Parce que vous êtes en plein dedans, il ne faut pas que ça gèle. Nous, chez Fruits d'Or, nos fruits, on a terminé de recevoir nos fruits en fin de semaine. OK. Ou aujourd'hui, peut-être les derniers. Oui. Aujourd'hui, on est le 26 octobre. Je vais quand même mentionner la date. Là. Oui. Puis la récolte était tôt cette année. Habituellement, on termine plus tard. Mais il a fait froid en septembre, il y a eu de la chaleur cet été, puis les canneberges étaient très rouges. Fait qu'on a commencé plus tôt, un peu, une semaine plus tôt. Parfait. Ah bon, c'est génial. Alors, on va rappeler aux gens que la canneberge ne s'arrache pas dans les arbres. Non, ça ne pousse pas dans l'eau. Oui, exactement. Alors, c'est vraiment, on l'accueille dans l'eau. Alors, voilà. Merci beaucoup pour votre belle visite. Et puis, on aura sûrement l'occasion de se revoir, mais là, on parlera vraiment d'une émission qui s'appelle La Tribune, où on va apprendre à connaître vraiment Martin Lemoine, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. On se dit à la prochaine. Au revoir. Merci, Lydia. Merci, Elisabeth.
Et voilà, ça complète bien sûr l'émission Érable en bref. En passant, merci d'avoir été présent pour cette émission. Maintenant, vous avez des nouvelles à nous transmettre. Allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore ça vous tenterait de revisiter nos émissions. Allez sur notre site web tvc.org. Là-dessus, à la semaine prochaine.